きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Pour beaucoup, cette édition 2024 du Festival international de la BD d'Angoulême pouvait paraître moins prestigieuse que la précédente, pour plusieurs raisons. Déjà, l'an passé était la 50e édition, puis il y avait des invités d'honneur tels que Hajime Isayama, dont sa première série L'Attaque des Titans est un succès mondial absolu, et tel que Junji Ito, qui aura défrayé la chronique lors de son séjour en France, où il jouira d'une nouvelle autorité amplement méritée grâce à Mangetsu. Pour ma part, c'est vraiment la rencontre exceptionnelle de Ryuichi Ikegami, le dessinateur de Crying Freeman, âgé de 79 ans, qui me touchera le plus. Et la rencontre avec la mangaka Akane Torikai, découverte avec Empereur au silence, qui sera la bonne surprise du festival pour moi. Pour tout vous dire, cette 51e édition a certes quelque chose de moins mainstream, elle a recruté certainement beaucoup moins de monde, elle en est pas moins, à mon avis, exceptionnelle et même historique. Avec la venue de l'impératrice du shoujo manga, Madame Moto Hagio, alors âgée de 74 ans, et c'est peut-être la dernière fois qu'on aura eu l'occasion de la croiser. Sa visite sera marquée par une superbe exposition au musée d'Angoulême, et elle fera ainsi partie du cercle fermé des artistes ayant un catalogue d'expos au Festival international de la BD. De ce que j'ai compris, c'était la première visite de Hiroaki Samura en dehors du Japon. On peut parler d'une exclusivité dans le monde et un grand honneur pour la France d'accueillir un des plus grands artistes de sa génération. Il était aussi question de la visite exceptionnelle de Shinichi Sakamoto, qui a lui aussi, comme chacun des invités, une actualité avec une série en cours. Je vous le dis, cette 51e édition était un cru mémorable et bel et bien historique. Puis cette année avait aussi sa particularité, puisque pour mon cas personnel, le festival avait accepté de me donner accréditation presse. Et pour tout vous dire, je n'y croyais plus puisque j'ai eu ma réponse quelques semaines avant le jour J. Et mercredi fut la première journée officieuse du festival avec une accréditation presse. Alors, qu'est-ce qu'une accréditation presse? C'est grosso modo un pass qui vous permet de faciliter vos accès aux différents lieux du festival pour le compte de votre médium presse. Pour ma part, c'est grâce à ma chaîne YouTube que j'ai pu faire la demande. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas toujours un pass coupe-fil. Les seuls endroits où il m'invitait à passer par la petite porte sont le Monde des Bulles, Manga City et l'Espace Franquin. Et j'avoue que c'était super pratique pour les besoins urgents, c'est-à-dire comme les pauses pipi. Sinon, vous faisiez la queue comme tout le monde, que ce soit pour accéder au site Le Nouveau Monde ou à une expo au musée par exemple. Mais l'avantage non négligeable de cette accréditation, et c'est ce qui m'a poussé à faire la demande, sous les conseils de certains podcasteurs, c'est que je pouvais profiter de la journée du mercredi, qui est la journée avant l'ouverture du festival au grand public, où en tant qu'accrédité presse, nous pouvions assister aux expositions dans un autre cadre que celui du grand public, soit par visite guidée avec le commissaire d'expo, soit en compagnie de l'auteur. Mais là, les places étaient chères, surtout qu'il était question de Moto Hagio, alors pour le coup, j'ai même pas tenté. Et le plus intéressant, c'est qu'on a un accès libre qui nous permet de profiter pleinement des expos durant la journée et d'avoir le luxe de pouvoir filmer et prendre des photos sans être gêné par les visiteurs. Car après tout, on est aussi là pour faire la promo du festival. Et pour certains, il est possible qu'il y ait aussi un intérêt de gratuité. Alors tout le monde se rappelle des abus qu'il y a eu avec les accréditations pro. Pour prendre l'exemple de la dédicace de Ryuichi Ikegami à Manga City, sous le couvert de rejoindre leur stand pour aller bosser, il passait devant tout le monde avant que le site ouvre, et ainsi, en arrivant un peu avant 10 h, il se trouvait en pole position pour s'accaparer une dédicace. Et je vous rappelle que j'en ai été témoin. Sinon, vous aviez le cas Junji Ito à l'Espace Franquin, tandis que les personnes faisaient la queue dès 5 h du matin, si pas plus tôt, ceux qui avaient une accréditation autour du cou pouvaient passer par l'arrière, sans qu'on ne leur fasse aucune remarque. Et dans chacun de ces cas, on parlait de plus d'une vingtaine de places subtilisées par ces énergumènes. Forcément, il y avait des gens bien parmi eux, mais là n'est pas la question.
Il faut notifier que cette année, le personnel des maisons d'édition qui proposaient des dédicaces sur leur stand à Manga City était vigilant et préparé à ne pas laisser se reproduire ce genre de choses, qui au final portait préjudice aux personnes qui jouaient le jeu en attendant des heures dehors et à pas d'heure dans le froid. Mais on reparlera des dédicaces en avant-dernière partie de vidéo. Par contre, de ce qui m'a été rapporté, c'est que ça n'a pas été forcément aussi vigilant en ce qui concerne les dédicaces BD et comics qui se déroulaient au monde des bulles. Après, c'est une autre histoire et cette info est à prendre avec des pincettes, puisque perso, je n'y étais pas. Le mercredi, pour moi, c'était Expo. Et j'étais présent dès la première heure, c'est-à-dire à 10 h du matin, pour assister à l'expo de Hiroaki Samura à l'espace Franquin. En vrai, pour moi, une expo mémorable, c'est soit il y a des planches originales qui valent le coup, soit que la scéno est incroyable. Et s'il y a les deux, bah c'est jackpot. Pour le coup, niveau scéno, c'était plutôt épuré, avec une musique en fond sonore, assez entêtante d'ailleurs, des détails sur le mur comme des cicatrices et du sang. Chaque salle se traverse en poussant des tissus dont l'un sera taché de sang. Chacune d'elles dispose d'un écriteau pouvant donner des informations complémentaires, surtout pour ceux qui découvrent l'auteur par le biais de cette expo. Pour le coup, je trouve que ça manquait d'infos pour les non-initiés. La lumière était correcte, mais on a eu la désagréable surprise de voir que les verres ne sont pas anti-reflets, ce qui gâche pas mal les photos que l'on pouvait prendre des œuvres. Voilà. Ma salle préférée était bien évidemment celle où on utilise la couleur avec la peinture à l'huile, donc c'était le pavillon écarlate. J'ai découvert des illustrations que je ne connaissais pas ou que je ne me rappelais plus avoir vues. Mais dans l'ensemble, le plus grand régal, c'était de découvrir les planches originales avec leurs imperfections, leurs coups de blanco et tout, et c'est toujours impressionnant, et encore plus avec Hiroaki Samura, qui délaissera la plume J-Pen, qui était la tendance de l'époque pour dessiner, principalement avec le crayon à papier, tout en alternant avec le stylo ou le feutre fin. Cette visite guidée était animée par Fausto Fasullo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le directeur de la rédaction des magazines Atom et Mad Movie, mais aussi le directeur artistique du FIBD. Voilà, de la programmation Asie et commissaire d'exposition, dont celle de Hiroaki Samura cette année. Dommage qu'il parlait à voix basse, ça c'était un petit peu contraignant. Dommage que cette expo intitulée Corps et Armes se soit exclusivement concentrée sur son chef-d'œuvre, le manga Mugen no Jujin, donc l'habitant de l'infini. Au final, on est unanime, l'expo vaut le coup, ne serait-ce que pour s'extasier sur les planches originales du maître, mais quel dommage! Quel dommage de devoir quitter ce lieu sans pouvoir emporter avec nous un véritable souvenir. On peut parler d'artbook, comme ce fut le cas avec Junji Ito exposé au même endroit l'an passé, mais je préfère parler de catalogue d'exposition au même titre que ceux proposés au musée, ou ce qu'on pourrait appeler plus génériquement une artiste édition, avec des reproductions de ces planches originales. Car on est prêt à mettre le prix, et c'est ça qu'on a envie d'acheter, avec peut-être même un peu plus de blabla à lire. Ça aurait été le pied. Je suis allé voir l'expo en début de festival et en fin de festival et ça a été à chaque fois un arrache-cœur de quitter l'exposition. Moto Hagio au musée d'Angoulême. C'est la visite que j'aurais fait en premier, mais j'avais aussi envie d'assister à la visite guidée par Xavier Gilbert, qui était prévue après la visite de Samura. Bon, on nous a fait quand même patienter pour que ça reste fluide. Au final, il avait dû faire 2-3 pas avant qu'on rentre. J'écoutais d'une oreille, tout en m'intéressant à la scéno. On reste dans du classique pour le musée. Les cadres et certains écriteaux donnent l'impression d'être faits dans du carton recyclé. La lumière tamisée offre un joli effet tout en contraste. Les lumières derrière les cartons offrent un joli effet en contour lumineux. On n'a aucune difficulté à prendre des photos et l'absence de reflet est plutôt appréciable. Même si on sait qu'on pourrait profiter de toutes ces planches de nouveau dans le catalogue. Les voir de près reste exceptionnel, on y découvre, ou plutôt je découvre bon nombre de titres dont je n'avais pas notion et qui bien évidemment m'ont donné envie. Je me revois un an plus tôt avec la découverte des œuvres inédites de Ryuichi Kigami. Voilà, j'esquisse des sourires lorsque ça parle d'œuvres que j'ai déjà lues, telles que Le Cœur de Thomas et Le Clan des Pots, mais aussi les récits courts dispo sur les anthologies, tels que Nous sommes 11 et La femme iguane. Des titres que j'ai envie de relire au vu des informations complémentaires que nous apporteront cette exposition, mais aussi sa masterclass.
Une fois la visite guidée finie, j'ai pas hésité à la refaire pour mieux m'attarder sur les traits et la mise en scène de ces planches qui me sont inédites. Lorsque je suis sorti, quelle fut ma surprise de voir que le catalogue d'exposition de Moto Hagio était déjà disponible à la vente. Et bien évidemment, je me suis jeté dessus. Par contre, je louchais sur la dernière sortie de Moto Hagio dans sa collection Héritage. Je parle bien sûr du titre Barbara l'Entre-deux-Mondes. Mais je me suis raisonné, sachant que c'est le titre que je compte acheter pour pouvoir accéder à la potentielle dédicace de l'autrice. Non loin du musée se trouve l'expo Shinichi Sakamoto à la chapelle Guest de Balzac. L'an passé, j'avais loupé l'expo complémentaire de Drouillet qui se trouvait à cette même chapelle. Mais cette fois-ci, c'était bien mieux indiqué, donc bien plus facile à trouver. Et je vous avoue que lorsque je suis entré dans la chapelle, j'étais un peu dubitatif par le vide ambiant. Ok, 2-3 projections affichées sur les murs et le plafond, pas de quoi sauter au plafond. Puis, l'expérience de son et lumière se lance et elle va crescendo. On retrouve la qualité graphique des pubs que Kiyun exploite à merveille pour la promotion de ses nouvelles licences. J'ai toujours été admiratif de ces montages mettant en mouvement les planches d'une œuvre, mais là, c'était assez gigantesque. On est totalement pris dans l'ambiance, le son nous baigne dans une atmosphère oppressante tout en découvrant des images à un rythme de plus en plus effréné. Au final, j'ai été agréablement surpris par l'expérience et je pense que ça a duré juste 5 ou 6 minutes. Donc pour mieux m'imprégner de la scène, j'ai refait un tour pour profiter au mieux de l'expérience. Honnêtement, on ne peut pas vraiment parler d'exposition de Shinichi Sakamoto. Par contre, c'était un très bon produit promotionnel pour sa dernière série, Dracula.
Après, je ne peux pas m'ôter à l'esprit qu'ils ont fait la promotion d'un vampire dans une église. Perso, j'adore, hein, mais je suis étonné qu'on les ait autorisés à faire ça. Finalement, je n'y serais même pas resté 15 minutes et je reste un peu frustré parce que moi j'adore venir à Angoulême d'abord pour profiter pleinement d'expositions, somme toute enrichissantes. Bon, la matinée est passée, j'ai les crocs et nous arrivons à jeudi. Jeudi, le jour du supermarché géant. Direction le Nouveau Monde, c'est vraiment le lieu le plus fréquenté, ou plutôt celui où l'on se sent le plus confiné. C'est pour ça que je suis allé ce jeudi à la première heure, tandis que mes camarades, eux, sont partis au musée découvrir l'expo de Moto Hagio en compagnie de la capsule manga. J'y allais principalement pour aller sur les stands de Le Lézard Noir et de Cornelius, mais aussi pour jeter un coup d'œil sur toute la production indépendante de la bande dessinée. Alors j'en ai vu des trucs sympas qui me tentaient bien, d'autres pas du tout. De toute façon, il y en avait pour tout le monde. Et si j'ai reconnu des stands comme celui de Sarbacane, avec le voyage de Shuna comme unique manga mis en avant, celui de la Musardine, avec quelques coquineries assez tentantes, je dois l'avouer, et la présence remarquée du Bala manga Désir brut de Gengoro Tagame. Pour rappel, le terme bara désigne les mangas interdits aux moins de 18 ans, mettant en scène des relations homosexuelles dessinées de manière ultra virile à l'intention d'un public essentiellement masculin. Et pour avoir lu House of Brut du même auteur, je peux vous dire que ça peut être très très violent. Alors qu'à côté de ça, Gengoro Tagame est aussi capable de nous offrir des récits tout publics avec pour exemple Le mari de mon frère. J'ai aussi découvert des stands d'éditeurs tels que Vanga Comics. Et sérieux, si mon budget n'avait pas été aussi serré, je me serais laissé tenter par un titre ou deux. Tout comme je me serais bien laissé tenter lorsque j'ai découvert un stand BD axé sur la BD érotique italienne. Et en plus, les auteurs étaient là pour vous dessiner de belles pin-up à l'achat de leur BD. Bref, il y avait de quoi faire. Mais le premier stand où je me suis véritablement attardé, c'est sur celui de la maison d'édition Le Lézard Noir. J'étais là pour m'offrir le tome 4 de Hirayasumi, voilà, pour le payer à sa source, afin que la marge bénéficiaire qu'il récupère permette à la maison d'édition d'amortir les coûts de leur présence ici. Je me suis également mis à jour avec l'achat du tome 3 du manga Oshi et le jardin des filles. Puis j'ai profité des connaissances de la vendeuse pour me parler des titres de Nishimura Tushika. Je souhaitais trouver la meilleure porte d'entrée pour découvrir cette mangaka dont l'œuvre La concierge du grand magasin a été adaptée en animé et au cinéma, me semble-t-il. En fin de compte, c'est par ce titre que j'ai choisi de découvrir son univers. J'étais aussi au courant qu'ils allaient présenter un titre en avant-première, j'ai donc demandé à la vendeuse si elle pouvait me faire un petit speech et j'ai ressenti tout le potentiel humoristique de l'œuvre, ce qui fait que j'ai également craqué pour ce manga, Le Cri du Kujima. Et au passage, bravo à elle pour m'avoir si facilement convaincu. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis venu avec un budget très serré. Je me suis donc fait violence pour quitter ce stand FISA avant que je craque pour les dernières sorties de Golden Gold, Le Roi des Limbes, mais aussi pour les magnifiques rééditions des œuvres de Suihiro Maruo, surtout que je possède déjà ces titres, et je ne vous parle même pas des autres licences qui auraient pu me mettre à jour dans mes lectures de Kazuo Mez ou Akiko Higashimura. Et j'en passe bien évidemment. Ce sera au tour du stand de Cornelius de jouer avec mes nerfs. La tentation fut si grande. À l'origine, j'avais prévu de repartir avec au moins 3 tomes de cette maison d'édition. Je voyais les Tsuge, il m'en manquait 2, dont Saisir la nuit et Désir sous la pluie, pour combler ma collection de cet auteur. Seulement, j'avais envie de découvrir un autre artiste en particulier. C'est ce qui motivait mon prochain achat et ce n'est pas le titre du frère de Tsuge, disponible en avant-première pour le festival, qui m'a fait craquer. Ni même la réédition du manga Hitler de Shigeru Mizuki. En vérité, il y avait 2 titres qui attisaient ma curiosité, dont Période bleue de Misamu Ranzai et Une vie dans les marges de Tatsumi Yoshinoro. Seulement, quand j'ai pris conscience du prix du titre de Une vie dans les marges, et qu'en plus il y avait 2 tomes, ça a remis en question toutes mes intentions. Donc j'ai feuilleté encore et encore les œuvres qui m'intéressaient, dont les premiers titres de Tatsumi Yoshihiro. Je me suis même attardé sur 1 ou 2 titres coréens qui avaient l'air super bien, genre Mauvaise fille de Hanko.
Mais je ne faisais que me rappeler à l'ordre, la torture. Et au final, j'ai fait le choix du titre, Cette ville te tuera, de Tatsumi, avant de me lancer dans Une vie dans la marge. Voilà. À l'instar de la trilogie Une vie de Mizuki, j'avais envie de connaître au moins une œuvre de l'auteur avant de me pencher sur son autobiographie, afin d'en profiter un peu plus pleinement. D'ailleurs, j'ai même eu le droit au petit pins, que je trouve plutôt beau en plus. Puis direct, je me suis enfui. Voilà. Je ne sais pas si la raison a pris le dessus ou juste que le prix des tomes qui a eu raison de mes motivations, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je me contente de cet achat unique et que je le lise avant de me lancer sur toutes les pistes que je vous ai citées juste avant. Chaque chose en son temps, d'autant plus que j'ai encore d'autres achats à faire. Et que cette fois-ci, il n'était pas sûr que je sois aussi sage. C'est ainsi que j'ai pris la direction du site Le Monde des Bulles et je ne vous cache pas que j'y suis allé avec une attention toute particulière pour le comics. D'ailleurs, rétrospectivement, je me vois faire des détours, que ce soit par chez Delcourt, Glénat et compagnie et tout ça, pour au final me retrouver devant le stand d'Urban. Ou comment se foutre dans la merde tout seul. Je vois des titres que je ne voyais qu'à travers les écrans, mais jamais de visu en boutique, dont certains Batman et Superman, le Before Watchmen tome 1, la version intégrale en noir et blanc de Tokyo Ghost, le tome 1 de Hellblazer de Jenkins, les nouveaux arrivages de la collection Nomade, mais aussi les autres titres indies de Urban. Il y avait d'ailleurs le collecteur de The Nice House on the Lake, mais il partait à une vitesse, c'était hallucinant. Puis il y avait bien évidemment aussi les titres de l'émir, qui je dois l'avouer me tentent pas mal. Mais pour tout vous dire, là où j'ai passé le plus de temps, c'est sur l'étalonnage des titres de Lee Bermero. Ils étaient mis en évidence car l'auteur était présent durant 3 jours pour dédicace afin de promouvoir ses 2 dernières séries, dont Cher Détective, qui est une espèce de roman photo avec des illustrations assez impressionnantes du Batman, mais aussi pour son dernier titre, A Vicious Circle. J'en profite pour découvrir tous ces autres titres dont je n'ai jamais eu l'occasion de les feuilleter avant. Je me rends compte que la version normale de Dané, où Lee Bermero joue avec les contrastes de la couleur sur le noir et blanc, était au final peut-être plus pertinent que sa version collector en noir et blanc. Je bave sur son Lex Luthor, sur son Joker, sur le Batman imposteur, mais aussi sur celui de Noël. Alors je vous avoue que je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Après, il y en a un que j'ai bien plus manipulé que les autres, que j'ai posé et reposé, mais qu'au final, j'ai fini par acheter. Au début, le vendeur parlait d'une condition d'achat d'un des titres du Bermero pour avoir une chance d'être tiré au sort pour une dédicace. Alors de fait, je m'étais pris le moins cher avec son dernier titre, A Vicious Circle. Après, sa chef est revenue vers lui pour lui transmettre que l'éditeur interdisait les conditions d'achat pour une dédicace et qu'il fallait simplement se pointer 1 heure avant pour se présenter au tirage au sort. Mais ma décision était déjà prise entre Cher Detective et A Vicious Circle. J'avais aussi craqué pour le dernier Batman Tortue Ninja, scénarisé par James Tynion IV, qui avait déjà travaillé sur Pizza Amère. Franchement, 5,90 €, je trouve que c'est donné. Et là où j'ai fait le fou, c'est en prenant sous le bras un bon gros bouquin. Certes, après l'avoir feuilleté et reposé à plusieurs reprises, ce gros bouquin est un entretien avec Lee Bermero qui revient sur ses travaux. C'est typiquement le genre de lecture que j'adore en ce moment. D'autant plus qu'il est agrémenté de superbes illustrations. Et soyons clairs, c'est un beau gros bébé et son prix aussi, qui à titre de comparaison était bien plus cher qu'un Cornelius cartonné ou que le catalogue d'expo de Moto Hagio. Bref, je suis venu, j'ai vu et j'ai été vaincu. Je n'aurais même pas pris la peine d'être tiré au sort pour une dédicace du Bermero. Par contre, le soir même, j'ai lu ce tome 1 de A Vicious Circle. Et c'était vraiment bien. Juste dommage que ce fût si court. Bah ouais, vous voyez, hein, c'est tout fin. Bien évidemment, j'aurais dû attendre que l'intégrale sorte. Petite erreur de débutant. Pour rappel, j'ai mis un pied dans le comics d'abord pour découvrir les classiques. Mais je regrette pas. Parce que l'expérience de lecture et des découvertes était tout à fait plaisante. Voilà. Mais grave trop courte. Voilà. Après, j'ai bien conscience que moi, je lis ça en quelques minutes. Alors que lui, il a dû suer sang et eau pour dessiner ce tome. Parce que bordel, le mec il fait pas semblant. Voilà, suite à ces achats, je me suis fait tout petit et je suis sorti la queue entre les jambes de cet espace de vente qu'est le monde des bulles, où il est bien trop dangereux de traîner avec tous les acteurs de la BD et du comics si on a un budget plus que limité. Mais ma journée en plète ne s'est pas arrêtée là. J'avais encore des choses à faire sur le site Manga City. Et là, c'est le plus relou.
car il fallait que je redescende tout le centre-ville pour rejoindre ma voiture afin de déposer mes achats. La flemme de zinzin. Mais là, faut pas s'écouter et avancer malgré la fatigue qui s'installe sous le poids de mes derniers achats. Sur le chemin, je fais un calcul approximatif de mes dépenses. Encore une fois, je dois revoir mes ambitions à la baisse, si je puis dire. Libéré de ce fardeau, dans tous les sens du terme, je retrouve des potes, ainsi que Benjamin, qui se reconnaîtra, que je remercie encore. Pour rappel, il fait partie de ces âmes charitables qui, en voyage au Japon, m'a ramené des titres de Tetsuya Sawatari, dont les derniers tomes sortis de Toph Gaiden. Et là, il me fait un cadeau d'un Weekly Shonen Jump qu'il avait en doublon. Alors je ne sais pas si je mérite autant d'attention, en tout cas le geste m'a touché, en plus j'aime bien les séries qu'il y a dedans, et c'est pourquoi je le remercie encore. Merci. C'est l'heure de la pause déjeuner, histoire de se requinquer, mais une fois rentré au Manga City, c'est abusé. Le stand IMHO apparaît devant toi avec des titres qu'à l'origine je comptais absolument me prendre. Je détourne la tête à gauche, histoire de prendre mon temps, je tombe sur le stand de Naban. Pire, je vois direct le tome 3 de Harion. Allez, je calme le jeu, histoire de d'abord me balader un peu à travers les stands. Heureusement que je ne suis pas seul, ce qui me distrait un petit peu de cette pulsion d'achat compulsif. Puis, même si ce n'est que le premier jour du festival, une évidence m'apparaît. Il y a beaucoup moins de monde que les années précédentes. Cela s'explique de bien des manières, mais ça m'embête un peu quand je pense à Meian par exemple, qui participe pour la première fois à l'événement, et en vrai cette expérience, je l'espère, leur sera riche en enseignements, et je leur souhaite de revenir avec une meilleure approche du public du Festival international de la BD d'Angoulême, avec des avant-premières et pourquoi pas cerise sur le gâteau, avec un mangaka en invité d'honneur. En tout cas, c'était un plaisir de les retrouver ici. Je repasserai samedi pour discuter un peu avec eux de tout et de rien. Ce jour-là, heureusement que la fréquentation était plus importante et j'aurai le plaisir d'ailleurs de repartir avec le PDF de Stand Me Kakuemon. Mais ça, je vous en reparle très bientôt. Entre-temps, j'avais appris de Benjamin que pour participer au tirage au sort, on peut acheter un tome de Hiroaki Samura dès aujourd'hui et non vendredi comme je l'ai d'abord cru. Alors, j'ai pas mal de choses à dire vis-à-vis de Saka, mais j'y reviendrai en fin de vidéo pour un chapitre consacré à cette mascarade. Je tâcherai tout de même de nuancer un peu mes propos, mais j'ai des choses à dire. Disons que j'ai quand même pris le temps d'acheter le tome 3 de l'Habitant de l'Infini afin de participer au tirage au sort avec le seul tome de Samura que je ne possédais pas encore. Bon, vous pensez bien que je suis repassé par Naban pour me procurer le tome 3 de Harion. Voilà, et puis j'ai eu le droit à l'Ex Libris, que je n'ai pas eu d'ailleurs lors de la Japan Expo, donc très sympa. Je ne l'ai pas encore lu, et ça je peux vous dire que j'ai hâte. Hop là. Puis chez IMHO pour me procurer le manga Cocon, dont j'avais déjà entendu tant de bien, et j'en ai profité pour me prendre également le tome 6 de Bambi, que je m'étais toujours pas acheté. Par contre, je dois vous avouer que j'ai fait l'impasse sur le bouquin Garo, voilà, sur Garo. En soi, j'étais grave motivé pour me le procurer à Angoulême afin de soutenir et tout. Puis j'ai fait les comptes et j'étais sûr et certain de ne pas lire avant un bon moment. Donc j'ai remis cet achat plus tard. Voilà. J'ai fait l'erreur de traîner sur le stand de Panini et contre toute attente, ce sont les comics qui m'ont fait de l'œil. Je voyais de magnifiques omnibus avec des variantes cover et je vous jure, si les tarots étaient pas si élevés, j'aurais pu craquer pour 2-3 titres qui me faisaient baver. Je dis ça, mais en vrai, j'ai pas plus craqué pour des variantes éditions de Nana ou Alice in Borderland lorsque j'ai traversé le stand de Delcourt Tonkam, alors que le prix était déjà plus abordable. Je suis également passé chez Pika. Alors, je suis pas passé pour rien. Déjà parce que je voulais absolument me procurer le dernier titre de Hiroaki Samura, Die Wrangeldel. Je le dis n'importe comment, c'est sûr. Pour cela, à l'achat, j'avais le droit à un Ex Libris, un tirage limité à 50 exemplaires, ma foi qui est joli. Mais j'y allais principalement pour m'acheter le tome 1 de Born to Be on Air, pour avoir le tirage limité en 80 exemplaires de ceci. Vous le trouvez pas magnifique? On voit le personnage féminin, donc l'héroïne du manga, avec Manji et Lin. Franchement, je la trouve fabuleuse.
Moi qui suis pas très goodies, j'aime bien dire ça, bah. Puis avant de quitter Manga City, on a pris le temps avec les copains de visiter les stands de Kiyun et de Hakata afin de préparer en amont la potentielle acquisition des dédicaces du lendemain. De mémoire, on a d'abord visité Hakata pour être sûr des modalités, pour avoir une chance de récupérer une dédicace de Moto Hagio. On essaye de leur donner quelques conseils pour que ça se passe au mieux, au vu de notre expérience de l'année précédente. On leur parle de numérotation et tout. Mais ils semblent assez confiants sur leur méthode. Le mot d'ordre, c'est qu'il, dès qu'ils voient quelqu'un pousser, bah, il sera automatiquement refoulé. Alors on leur dit quand même que ça risque d'être chaud, que ça risque de tricher. Bon, l'échange est bon enfant, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'ils sous-estiment l'ampleur de l'événement. Puis on note qu'encore une fois, c'est sous condition d'achat, bon, on reparlera de tout ça. On leur conseille quand même de disposer au moins des mangas au niveau du comptoir, directement près des caisses, et à ce moment-là, on n'est pas sûr qu'ils nous aient pris au sérieux. Alors que lorsqu'on se dirige vers Kiyun, on ressent direct l'investissement du CM. Ne serait-ce que vis-à-vis de notre expérience, on lui dit qu'il faut que la numérotation, elle doit se faire en amont, parce que sinon ça va partir en cacahuète. Vis-à-vis des potentiels fraudeurs, accrédités ou autres. Il nous rassure en nous disant qu'ils seront extrêmement regardants là-dessus. Il nous parle de tout ce qu'il a mis en place et de comment ça va se dérouler au niveau du tirage au sort. On comprend que la difficulté principale va se jouer en amont. Pour que ceux qui arrivent les premiers ne soient pas lésés, il faudrait que quelqu'un se décide à venir vers ces derniers alors qu'ils font la queue dehors. Parce qu'on sait comment ça se passe. Ceux qui arrivent à 7, 8, 9 heures et même 10 heures se diront toujours qu'il y a moyen sur un malentendu. Qui ose rien n'a rien, comme on dit. Alors, on lui propose de le faire pour rigoler, tu vois. Pour lui, pas de problème. Pas de problème pour nous de se lever tôt. On veut bien être payé en manga. Bref, on en rigole, mais on sent qu'on a été écouté et on commence à voir plus clairement notre game plan. Mais ça aussi, je vous renvoie au chapitre consacré aux dédicaces un peu plus loin dans la vidéo. Mais avant de venir à ce fameux vendredi, je préfère vous conter chacune des masterclass auxquelles j'ai assisté. Alors je ne vais pas vous faire un compte-rendu détaillé, déjà parce que je ne sais pas faire, mais surtout parce que d'autres l'ont déjà fait et certainement mieux que moi. Par contre, je vais vous confier mon ressenti de chacune d'elles car j'ai quand même quelques petits trucs à dire. Les masterclass. Alors, commençons avec la masterclass de Moto Hagio, qui se déroulait jeudi de 14h à 15h30. Rétrospectivement, c'était clairement la meilleure masterclass des trois. Déjà, de par l'interprète, Léopold Dahan, je sais pas, qui traduisait les échanges et qui accompagnait Madame Hagio dans tous ses déplacements. C'en était presque trop mignon. D'ailleurs, il me semble qu'il était aussi co-commissaire de l'expo. Et de mémoire, c'était aussi lui qui était chargé de traduire les échanges avec Ryuichi Ikegami l'année précédente, que ce soit pour la masterclass ou les dédicaces. Ce qui est notable avec lui, à la différence des autres interprètes, que ce soit cette année mais aussi l'année précédente, c'est que sa traduction se faisait au fil de la discussion. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas à attendre que le mangaka ait fini de parler en japonais pour ensuite que l'interprète relit ses notes et nous les dicte. Chose que j'ai déplorée lors de la masterclass de Junji Ito et que je déplorais à nouveau avec Sakamoto et Samura, mais ça j'y reviendrai. Donc déjà, on découvrait, du moins je découvrais une Moto Hagio qui se prêtait facilement à l'exercice. Tout cela était bien rythmé grâce à son interprète. Puis ce qui était agréable, c'est que Madame Hagio n'hésitait pas à nous parler d'elle, de son parcours et de ses soucis familiaux qui ont eu une importance non négligeable dans ses œuvres quant à ses créations. La relation conflictuelle avec ses parents a fortement marqué l'assemblée, bien que je la soupçonne aussi de jouer un petit peu avec ça. Mon avis que c'est le privilège d'une personne de son âge, comme pouvait aussi nous provoquer Monsieur Ikegami l'année précédente. Surtout lorsqu'il était question du corps des hommes et de ses inspirations. Alors je vous avoue avoir eu un petit moment de faiblesse lorsqu'elle parlait de son titre « Les fleurs de colza » en soutien aux victimes de tsunami qui a touché l'archipel il y a quelques années. C'était un peu long pour moi, mais dès qu'elle revenait sur des titres que j'avais déjà lus, tels que Le Clan des Pots, Le Cœur de Thomas et certains titres présents dans son anthologie, je buvais chacune de ses paroles. Et au même titre que ma découverte de certaines de ses œuvres lors de son exposition au musée, j'étais très curieux des propos qu'elle tenait quant à ses œuvres bien plus sombres de sa bibliographie, qui correspondaient à son état d'esprit du moment et de la relation
conflictuelle avec ses parents qui souhaitaient toujours pas qu'elle continue de dessiner des mangas, bien qu'elle soit déjà émancipée de ces derniers et devenue une artiste reconnue par tous avec le succès du Clan des Pots. Je suis sorti de cette masterclass avec l'impression d'avoir appris des choses sur le personnage et le désir de relire ses œuvres sous un nouveau prisme. La masterclass de Shinichi Sakamoto aura lieu vendredi de 13h à 14h30. Alors si Moto Hagio était naturellement élégante, Monsieur Sakamoto s'est distingué par son accoutrement, d'une élégance folle. Petites chaussures, chaussettes en couleur, petit costume agrémenté d'un nœud papillon et d'une coupe de cheveux volumineuse mais soignée. Un homme distingué déjà de par sa posture, on peut aisément penser qu'il aime s'habiller ainsi et pas uniquement pour l'occasion. Hélas, c'est ce que j'ai de mieux à vous raconter. Car celui qui animait la masterclass, qui n'était autre que la personne responsable de la scéno de la chapelle, n'a parlé que d'un aspect technique de son œuvre Dracula. Il n'a pas pu ne pas nommer le manga innocent car les questions se concentraient beaucoup sur son travail en numérique. Son passage de l'analogie au numérique et les raisons de ce choix-là fut peut-être ce qui fut plus intéressant. Mais c'est tellement dommage de ne pas s'être plus intéressé sur le parcours du monsieur. Je pense qu'unanimement, on a tous vécu ce moment comme une promotion géante du titre Dracula, mais qu'au final, j'ai trouvé contre-productif. Il suffit de se mettre dans la peau d'une personne juste curieuse, mais qui ne connaît pas l'auteur pour être perdu. Et pour enfoncer le clou, malgré les qualités de l'interprète, l'exercice de traduire les propos de l'auteur par retranscription a donné un vrai coup de mou à cet échange. Les questions étaient longues et les réponses aussi, au point que j'en piquais du nez. J'avoue être sorti de la masterclass assez déçu de ne pas en avoir appris un peu plus. Après, est-ce que cela dépendait seulement de Ki-hoon? Y a-t-il eu des impératifs comme de ne parler que de Dracula qui viennent des ayants droit? Je ne sais pas. J'ai trouvé ça bien dommageable. Voilà. Samedi de 11h à 12h30 avait lieu la masterclass de Hiroaki Samura. Alors je ne vous cache pas que j'en attendais beaucoup. Et cette fois-ci, ce fut mi-figue, mi-raisin. J'étais d'abord ravi de retrouver Fausto Fasulo comme animateur de la masterclass, car je comptais sur lui pour poser des questions pertinentes, de nous mettre l'auteur en confiance pour nous arracher quelques anecdotes croustillantes. Mais au final, il s'est attardé bien trop longtemps sur le parcours universitaire de Samura et sa relation, entre autres, avec Ketume. Une nouvelle fois, pour les non-initiés, cela devait être un charabia d'assister à cette masterclass. Plutôt que de nous parler de son parcours et d'enchaîner, on s'est retrouvé une nouvelle fois enchaîné à un seul titre de l'auteur, L'Habitant de l'Infini. Alors que les questions-réponses étaient préparées, je plaignais l'interprète car suite aux réponses, d'autres questions plus alambiquées étaient posées par l'animateur. Elles n'étaient pas inintéressantes, bien au contraire, mais le temps était compté. Fausto n'enchaînait pas, il rebondissait toujours là où il voulait emmener l'auteur, et pas forcément avec succès. Alors je doute pas que de son côté il a pris plaisir à cet exercice, ce qui fait que j'ai eu la désagréable impression qu'on assistait à un échange assez égocentré de l'animateur, comme si cette masterclass servait son magazine avant tout. Alors je ne suis pas un détracteur de Fausto Fasulo, bien au contraire, c'est quelqu'un que je respecte pour ses connaissances, pour le partage de ces dernières qu'il propage avec son magazine Atome. J'apprécie la touche qu'il apporte au FIBD avec le manga. Je comprends aussi que d'autres ne l'apprécient pas parce qu'il parle d'abord de ce qu'il aime et pas de ce que eux aiment, jusqu'à le qualifier de misogyne par son manque d'intérêt pour le shoujo manga. Bon, en fait, ce que je doute. Mais aussi parce qu'il peut avoir des tournures de phrases quelque peu pompeuses. Mais moi j'aime bien le lire, même s'il faut le reconnaître que c'est parfois assez élitiste, voilà. Après, j'invite ces détracteurs à faire leur truc à leur sauce, hein. Qu'est-ce qui les retient de faire leur magazine, de participer activement au festival en apportant leur contribution, leur connaissance. Et quand je dis ça, je vise bien sûr celles et ceux qui veulent promouvoir le shoujo. Et à juste titre. Puis là pour le coup, je les rejoins en fait, car j'ai eu l'impression de passer à côté de plein de choses durant cette masterclass, que peut-être lui connaît déjà au sujet de l'auteur, mais pas nous. Et pour ceux qui n'auront pas de dédicace à la suite des tirages au sort, cette masterclass, c'était un moment qu'on sacralisait, quand même un peu. En tant que public, nous n'avons pas l'occasion de discuter et de partager des moments privilégiés en backstage, par exemple, avec le monsieur, comme ça peut être le cas pour Fausto et d'autres professionnels.
C'est pour ça que je trouve dommage qu'il s'accapare ce moment de partage avec le public. Attention, hein, je me dois de nuancer, j'ai passé un bon moment. J'ai appris des trucs et tout. Mais ça aurait pu être tellement plus abordable pour un nouveau public et jouissif pour ceux qui le suivent depuis ses débuts en France. Enfin, qui l'apprécient tout simplement, qui apprécient ses œuvres. Alors j'ai aimé découvrir un homme qui semblait impressionné par le public, prêt à s'excuser d'être ici devant nous, alors que la majorité d'entre nous l'idolâtre. J'ai aimé découvrir sa voix grave, digne d'un méchant d'animé, même son style vestimentaire, au même titre que sa posture, en dit long sur le personnage, mais hélas pas suffisamment. Bien sûr que j'ai appris quelques trucs, rien que le fait qu'il appréciait particulièrement Patricia Cass, j'avoue que je m'y attendais pas. Mais j'aurais aimé en découvrir tellement plus, ne serait-ce qu'au sujet de ses autres œuvres, son rapport à l'hérogoulot. Même si c'est un sujet plus ou moins dangereux, on s'est contenté d'un « j'aime les femmes », alors que son rapport avec elles me semble bien plus complexe qu'un « je veux les rendre plus fortes que les hommes ». Bref. À la fin de ces 3 masterclass, j'en conclus la même chose que l'année précédente. On paie aujourd'hui 13 € pour avoir le plaisir d'écouter parler l'auteur, mais la direction qui est prise ne prend pas en considération le public. Il n'est même pas question d'élitisme, parce qu'en tant qu'élite, je trouve qu'il y a pas mal de gâchis. Et je me retrouve à envier les conférences de presse où le public, lui, n'est pas invité. Je ne sais pas si je réussis à me faire comprendre. En vrai, j'en veux à personne. Mais j'aimerais bien que la conception d'une masterclass au sein d'Angoulême soit revue, d'abord pour satisfaire le public, et que l'auteur passe également un bon moment en notre compagnie. Allez, on passe à vendredi, jour des dédicaces. Alors je vous ai déjà dit la démarche que j'ai eue en amont avec mes copains auprès de Kiyun et Akata la veille des dédicaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dédicaces avec Junji Ito et Ryuichi Ikegami ont fait jurisprudence dans nos esprits à tous. À tous. J'avais donc prévu de partager une chambre avec 2 autres gars, Roméo et Zeno, avec qui j'ai eu le temps de sympathiser lors des événements qui se sont déroulés lors de la dédicace de Ikegami l'année dernière. J'étais sûr qu'une effervescence se créerait entre nous pour se motiver les uns les autres, à savoir si nous devions nous lever tôt le matin, et ben ça n'a pas loupé. Voilà, laissez-moi vous raconter. Jeudi soir, on retrouve la voiture sur le parking de Manga City pour regagner notre chambre d'hôtel. C'est là qu'on aperçoit cet homme, alors qu'il est 23 h. Là, franchement, on pète un câble, afin de savoir s'il passe la nuit ici pour la dédicace de Moto Hagio. Non, il est là pour Sakamoto. Alors on hallucine, pourquoi si tôt pour Sakamoto? Et il fait référence aux événements qui ont marqué les dédicaces de Junji Ito. Le gars, il est paré pour passer la nuit ici, il a tout. Alors que sa présence remet en question tous nos plans, on voit arriver un couple, eux aussi prêts à passer la nuit ici, pour faire la dédicace de Sakamoto. Alors j'annonce aux potos qu'on a trop sous-estimé l'intérêt des gens pour la dédicace de Sakamoto. Perso, je pensais me lever pour aller 5h30 afin d'être présent à 6h pour la dédicace de Moto Hagio. Mais quand on sait qu'il n'y aura que 30 places pour cette dernière et 70 pour Sakamoto, on ne tient plus en place. On décide quand même de rentrer fils à l'hôtel, histoire de prendre une douche et de dormir un peu. Car l'air de rien, la journée fut longue. Mais on est clairement surexcité et on remet en cause tout notre programme. Les gars décident de se donner rendez-vous à 4h, pour 4h15 afin d'être de retour devant Manga City à 4h30. Voilà. Je vous épargne nos délires, nos inquiétudes quant au game plan, mais clairement après une sieste de 2-3 heures, on se retrouve avec déjà une dizaine de personnes devant le Manga City. On est tous sur la même longueur d'onde et l'ambiance est aux petits oignons. Voilà, on se fait numéroter pour la dédicace qu'on souhaite faire. Je suis 12e pour celle de Moto Hagio. D'autres personnes arrivent au compte-gouttes, dont Loni, plus connu sous le pseudo de Babylonia sur Twitter. On se rend compte que certains ont une numérotation pour chacune des dédicaces. On se fait donc nous aussi de nouveau numéroter et à ce moment-là, j'ai le numéro 19 de Sakamoto. Et puis on apprend que tout comme nous, certaines personnes s'étaient entretenues avec Kiyun et Akata la veille. Le truc, c'est que cette double numérotation avait de sens qu'à une condition, c'est que le CM de Kiyun se présenterait bien vers 9h du matin pour les tamponner. Dans le cas contraire, on resterait sur notre souhait de départ. Avec du recul et rétrospectivement, c'est vrai que ce choix de jouer sur les 2 tableaux peut paraître assez égoïste. Mais il faut se remettre un peu dans le contexte. Oui, je me justifie. Celui qu'on avait croisé à 23h était déjà là depuis 20h30. Ensuite, d'autres sont arrivés entre 2h et 3h du matin. Nous sommes arrivés à 4h30 du matin. Puis c'est au compte-gouttes que les personnes nous ont rejoints. Comment avoir véritablement de l'empathie pour des personnes qui espèrent avoir une dédicace de Moto Hagio alors qu'elles ne se présentent qu'aux alentours de 8h du matin?
de 7 heures du matin. Et je ne vous parle pas de ceux qui arrivent à 9 heures du matin, voire 10 heures du matin pour celle de Sakamoto. Alors que ces personnes dormaient profondément. Nous, on était déjà partis au charbon. C'est pour ça que, même si j'entends et que je comprends l'agacement de certains, après coup, moi je vois surtout des personnes qui ont voulu forcer et tenter de subtiliser une place à une personne qui s'est donné les moyens d'avoir une chance d'avoir ses dédicaces. Honnêtement, si le CM de Kyo ne nous aurait pas tamponné, la question ne se serait même pas posée. Il faut savoir que même avec les numérotations improvisées, c'était la guerre devant le stand de Hakata. Beaucoup ont critiqué l'ONI pour avoir essayé de faire respecter les numérotations, mais croyez-moi, sans elle, le personnel de Hakata, dont Brian et Harmony, était totalement dépassé. Ils étaient bien contents de se reposer sur elle. Et le fait de payer le bouquin pour la dédicace, ça donnait trop d'opportunités à ceux qui se frayaient un chemin en bousculant les autres. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment, que ce soit chez Hakata ou Kihun, ils ont demandé une preuve d'achat d'un billet d'accès au festival. Contrairement à ce qu'ils avaient annoncé. Mais en vrai, là pour le coup, c'est anecdotique. Hormis ce petit détail, pour Kihun, rien à dire. Tout était parfaitement réglé, l'organisation était parfaitement pensée. Ils ont même prévu de tamponner 5 personnes de plus au cas où ceux qui répondaient pas à l'appel pour cause de chercher un ticket sur le stand de Hakata, pour avoir une dédicace de Moto Hagio. Je ne vous parle même pas du geste du CM qui est venu avec 2 paquets de chocobons à se partager avec tous ceux qui avaient un tampon, qui faisait la queue dehors. Un petit détail, mais une jolie attention alors qu'on l'a fait se lever plus tôt qu'il aurait souhaité. Et bien sûr que je me mets à la place des personnes quand tu as les numéros 71 à 75. Ils devaient être en stress permanent. Et à côté de ça, il y a ceux qui arrivent entre 9h et 10h du matin pensant avoir un ticket parce qu'ils arrivent à l'ouverture du stand. Non mais soyons sérieux un moment. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Lorsqu'on parle des premiers arrivés, premiers servis, c'est lorsqu'on fait la queue dehors. Sinon c'est l'anarchie et les plus faibles se font dégommer dès l'ouverture des portes. On n'a pas parlé des jeunes filles qui se faisaient marcher dessus par ceux qui n'avaient pas de tampon ou de numérotation. Heureusement qu'il y avait une solidarité et qu'elles ont été protégées par tout à chacun. Avec nous, parmi les 10 premiers, il y avait 2 personnes à mobilité réduite. Et pourtant, ils étaient là bien avant 4h du matin. Ils ont joué le jeu. Ils n'ont jamais joué là-dessus. Et c'était normal qu'on les laisse rentrer avant l'heure afin qu'ils ne soient pas bousculés et floués par la masse. Il y a un truc que je n'arriverai jamais à comprendre, c'est pourquoi ils ne font pas rentrer 4 par 4 au lieu de lâcher les chiens après les avoir bien amassés à l'entrée. On dirait que c'est pour mieux nous filmer, pauvres animaux que nous sommes, histoire de nous donner un spectacle. Surtout que ça donne juste de l'espoir à des personnes qui n'ont aucun mérite, si ce n'est de forcer le destin en piétinant les autres. Le lendemain, Hakata reproduit la numérotation au même titre que Kihun, sauf que cette fois-ci, il fallait faire un choix entre les 2 dédicaces. Une fois que cela est annoncé, je trouve cela aussi plus juste, voilà. Et tant mieux que ce soit encore mieux passé que la veille, car il faut avouer que ça donnait de faux espoirs aux autres. Et comme quoi, quand c'est bien fait, quand c'est bien organisé, de toutes parts, il n'y a rien à redire. Par contre, il faut que je revienne sur cette mini-polémique qui critiquait le fait qu'il y avait plus d'hommes que de femmes pour acquérir une dédicace de Moto Hagio ce vendredi. En insinuant clairement que s'ils étaient là, c'était des scalpeurs. Ou juste de vulgaires chasseurs de dédicaces. Ça fait des tweets pour attiser des réactions de la communauté shoujo par exemple, se rendre forcément intéressante auprès d'elle par pure calomnie. Il y a eu de nombreuses réactions de personnes qui n'étaient même pas présentes mais qui ont pris pour argent comptant ce qu'elle disait, qui ont bu ses paroles, mais aussi des représentants de magazines ou de sites spécialisés sur le manga qui, en tant que journalistes, se permettent de réagir de manière totalement démagogique, alors qu'il n'était question que du seum et de la désinformation provenant d'une personne, avec une échelle de valeur très étrange. C'est des magos qui critiquent ceux qui se démènent pour avoir une dédicace, mais qui, eux, ont le privilège d'assister à une conférence de presse en petit comité, ou d'interviewer ces mêmes mangaka avec de surcroît la chance d'avoir une dédicace pour eux ou leur magazine. En vrai, tant mieux pour eux, mais qu'ils nous épargnent leur jugement de valeur. Sur les oui-dire d'une rageuse, qui estime qu'un homme ne devrait pas prendre la place d'une femme. Parce que ces dédicaces devraient être réservées aux vrais fans. Comme quoi on aurait dû passer un test en amont, afin de savoir si on mérite la dédicace. Parce que forcément,
on enlève la dédicace à une personne plus méritante. Je suppose qu'elle fait référence à ces vrais fans qui se lèvent après le chant du coq, après avoir pris un bon petit déjeuner, en attendant que le brouillard se dissipe. Effectivement, à mes côtés, il y avait un homme qui n'avait jamais lu de titre de Moto Hagio. Par contre, il avait découvert ses travaux lors de l'exposition du musée et avait assisté à sa masterclass. Mais non, il a volé la place d'une personne qui est tellement fan qu'elle rêvait de cette dédicace bien au chaud sous sa couette. En plus, ce post vient d'un compte qui a l'habitude de provoquer pour faire genre. Ensuite, que ce sont les hommes qui sont susceptibles. Alors ça a marché clairement, hein. Ça a vexé. Jusqu'à rendre bien beauf des mecs qui se sentaient obligés de se justifier. Mais qui est apte à juger qui mérite plus qu'un autre? Critiquer ceux qui se lèvent à 2 h du matin pour une dédicace, mais tu vois que 2 jours plus tard, cette même personne est à Paris en train de faire la queue dès 5 h du matin pour une dédicace de Sakamoto. Mais là, c'est pas pareil. Bah oui, parce que Sakamoto, si on suit sa logique, c'est pour les bonhommes. Kiyomaru, Neporconier, Ascension, Innocent. C'est pas pour les meufs. D'ailleurs, le tirage au sort pour Samura aurait dû être interdit aux femmes. Bref, ici ça lit des shoujo, vous étiez peut-être même pas nés. Dans tous les cas, personne à se justifier, même la personne qui découvre Moto Hagio avec les dernières sorties d'Akata. Le mec, il achète pas de shoujo, vous le traitez de fragile. Le mec, il achète du shoujo, vous le traitez de parasite. Ça crachait déjà lors de la sortie du collector de Yona, la princesse de l'aube. C'est que pour les vrais. En vrai, si la personne avait 15 ans, j'aurais même pas pris la peine d'en parler. Mais le souci est là. On parle d'une adulte qui en vrai dessert sa communauté en propageant des fake news. Qu'on se mette tous d'accord, les plus grands succès shoujo ont été effectifs parce que les hommes aussi se sont appropriés ces titres. Tout comme un shonen pulvérise les records parce que les filles se sont également investies dans ces titres. Porter des messages, faire bouger des lignes, c'est louable et nécessaire. Réduire le shoujo manga à un combat politisé, c'est pète couille. Ce médium n'appartient à personne. Peut-on pas se contenter de faire découvrir et partager les titres qu'on aime afin d'en parler tous ensemble? Bref, moi j'y étais, et je peux vous garantir que parmi tous ceux que j'ai croisés là-bas, personne n'était là pour revendre. Si ce n'est peut-être un espagnol, et encore, j'en sais rien. Ça se trouve c'était juste un chasseur de dédicaces, on peut pas savoir. Par contre, je peux vous dire que chacune des personnes qui ont eu une dédicace de Moto Hagio était profondément émue de rencontrer cette dame et de pouvoir échanger avec elle. Et ce, qu'importe les motivations de chacun. Par exemple, devant moi, un gars était très ému de pouvoir parler du fait qu'il était le fruit de 2 parents du même sexe et de trouver une forme de soutien auprès de cette figure au-delà des genres qu'est Moto Hagio. Bref, vous vous trompez d'ennemis. Ceux qui étaient présents, ce ne sont pas des gosses qui jurent que de par leur shonen préféré avec des idées arrêtées, mais juste un public de tout genre, passionné de manga, toutes cibles confondues. Alors merci de nous respecter, qu'on puisse en faire tout autant. La dédicace Kiyun. Une nouvelle fois, je ne peux que saluer l'organisation de cet événement et on le doit principalement au community manager. Ça sentait la bonne humeur autour, tous étaient reconnaissants de la venue de l'auteur et même parmi l'équipe de Kiyun. Si on peut effectivement reprocher cet aspect trop promo sur le titre Dracula, que ce soit pour la masterclass ou l'expérience de son et lumière de la chapelle, ça n'empêche que l'investissement de Kiyun a été total. Ils ont même organisé une soirée en compagnie du maître sur le thème des vampires à la chapelle. Franchement, chapeau, d'autant plus qu'il n'y avait aucune obligation d'achat pour le tirage au sort. Puis ma rencontre avec Sakamoto a été mémorable pour moi. Je vous raconte vite fait. Alors, je n'ai pas eu la chance de gagner un dessin via le tirage au sort. Un dessin qu'il faisait en 6 minutes chrono en main. Par contre, j'ai eu le droit à sa signature qui rendait d'ailleurs plutôt bien sur un shikishi. Je vais vous le montrer, je dois l'avoir là. Hop. La signature durait 1 minute. Alors, j'ai juste eu le temps de lui dire que j'étais honoré de le rencontrer, que je le trouvais très élégant. Et je vous le dis, pour le peu de temps que j'avais en face de lui, j'avais envie de le faire rire tout en lui montrant l'honneur qui m'était donné de le rencontrer. C'est alors que je lui dis que je le suis depuis ses débuts avec Kyomaru. Le traducteur me demande confirmation sur le nom que je souhaite inscrire. Badass. Si je souhaite qu'il soit écrit en français ou en japonais, alors je lui confirme que c'est bien badass et que je préfère qu'il soit écrit en français. Et c'est là qu'ils titrent tous les deux sur mon blaze, badass. Alors l'interprète lui traduit
Et pour faire mon intéressant, je lui précise que c'est bien badass, comme le héros dans Né pour cogner. Et là, il éclate de rire, ce qui fait qu'on rit tous ensemble. Alors je récupère poliment la dédicace, la courbette et tout ça. Et en partant, je vois qu'il rigole encore. En vrai, j'étais content de moi. Et après, je me suis dit qu'il a peut-être fait rapprochement avec son héros et qu'il avait pensé que j'avais une grosse bite. Donc voilà, j'étais content de moi, d'autant plus de ma connerie, et d'autant plus que je l'ai croisé de nouveau après la dédicace de Moto Hagio à la sortie du musée, et que je lui ai fait un petit hochement de tête, histoire de, voilà, je vous reconnais, tout ça, et qu'il m'a reconnu, en me rendant la situation avec un grand sourire. Alors, je sais, il ne me fallait pas grand chose pour être content de cette rencontre, j'ai agi comme un vrai fanboy, mais le plus important, c'est que j'ai passé un bon moment, et que j'espère qu'à ce moment-là, bah, lui aussi, même si je suis sûr qu'aujourd'hui, je suis seul à m'en souvenir. La dédicace à Kata. Alors, hormis le fait qu'ils ont sous-estimé l'affluence pour la première journée de dédicace, car bah, ça ne pouvait pas se passer comme avec Akane Torekai, hein, faut bien se le dire, et ils se sont bien rattrapés en cours de route pour offrir une bien meilleure expérience pour tout à chacun le jour suivant. Encore une fois, dommage qu'il y avait cette obligation d'achat, ce qui complique toujours tout, alors que quoi qu'il en soit, on allait acheter leur dernière sortie, surtout en ce qui concerne les titres de Moto Hagio. Je ne peux pas non plus ne pas vous raconter ce moment mémorable, pour moi, qu'est la dédicace de Moto Hagio. Alors je vous épargne tous les détails, mais la séance de dédicace se déroulait au musée pour plus de sécurité et de confort pour la mangaka. C'était très strict, on passait un par un, filtré 3 par 3, avant de rentrer dans une pièce, un par un. Alors Bruno Femme était présent pour délimiter l'espace des deux personnes qui attendent leur tour, tandis qu'un autre se faisait dédicacer par l'autrice. Alors, comme à son habitude, Bruno n'hésite pas à prendre une photo avec votre téléphone si on lui demande. Et quand je vous disais que c'était très strict, c'était surtout au niveau de la dédicace en elle-même. Là-dessus, il n'y avait aucune exception, comme il l'avait annoncé en amont. Pour être signé sur un bouquin, c'était absolument shikishi obligatoire. Puis bien évidemment, nous devions porter un masque en la présence de Madame Moto Hagio. Il y avait également une personne pour nous inviter à nous frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique, mais en vrai c'était déjà le cas avec Akane Torekai l'année précédente. Le truc, c'est que j'avais quand même un game plan, voilà. Car si je comptais bien faire signer le shikishi, j'avais promis de le faire signer au nom d'une autre personne, qui était dans l'incapacité d'être présente, à faire la queue le jour de la dédicace. Et pour tout vous dire, je voulais surtout absolument soit me faire signer mon exemplaire du cœur de Thomas, soit son catalogue d'expo. Mais comme je vous l'ai dit, c'était impossible. Alors le truc, c'est que j'ai volontairement dissimulé mon exemplaire de Barbara l'Entre-deux Mondes sous mon catalogue, non pas sous le shikishi. Par contre, à aucun moment, je voulais faire le forceur. Clairement, je voulais respecter les règles, mais j'ai tenté une approche. Alors, vous me direz, toujours la même. Mais mon but, c'est que nous passions tous un beau moment. Donc, je lui parle de l'honneur qui est le mien de me retrouver face à elle. Je lui dis que je la trouve élégante, oui, elle aussi, mais c'est bon, me jugez pas. Et je vois que ça les fait rire, Moto Hagio y compris. Bon, je vous remets dans le contexte, je suis intimidé et tout, je bégaye un peu. Rien à voir avec ma rencontre avec Sakamoto, là c'était plus dans l'ordre d'un Ikigami ou d'un Hojo. J'avais grave les mains moites. Alors je pose mon tome de Barbara à côté de moi, sur la table, pour qu'il soit visible, mais pas suffisamment ostentatoire pour inviter à ce que l'autrice le signe. Puis lorsque je lui tends le shikishi, je précise bien que je fais d'abord ces dédicaces pour une amie qui ne pouvait pas être présente. Ce qui semble surprendre un peu tout le monde. Et j'enchaîne sur le fait que c'est avec la lecture du cœur de Thomas que j'ai d'abord découvert ses œuvres et qu'elle m'avait vraiment marqué pour le coup. Voilà que grâce à Akata, j'ai pu découvrir le Clan des Pots et que j'avais hâte de découvrir Barbara, que je n'avais pas encore lu. Je pose bien ma main sur le tome Barbara. Puis d'ajouter, vous allez vous rendre compte du vaurien que je suis. Puis d'ajouter, c'est vrai, que Barbara est le prénom de ma fille, ce qui faisait que j'avais de grandes attentes quant à ce titre, que je n'avais pas encore lu. Et la dédicace était déjà finie, c'était le temps d'une signature. Et durant ce petit laps de temps où j'ai repris le shikishi, et puis qu'elle m'a invité à lui serrer la main, ce qu'elle faisait à tout le monde en fin de compte, j'ai vraiment cru qu'elle avait mordu à l'hameçon, car j'ai cru la voir retendre la main vers mon tome de Barbara, mais j'ai eu l'impression que l'interprète avait pris le devant pour m'inviter à reprendre mon bouquin avant. Alors je vous rassure qu'en vrai, j'en avais plus rien à faire. J'ai même pas essayé, j'étais ravi de cet échange avec cette dame, que j'ai trouvé à l'écoute et vraiment réceptive à un fan.
Quand je lui ai dit que je la trouvais élégante, ce n'était pas que des mots, hein. Et je suis reparti à base de 1000 remerciements envers chacune des personnes présentes. Quel moment! Et en sortant, je n'étais pas le seul que la rencontre avait chamboulé, ne serait-ce que pendant encore quelques minutes. Quelques minutes plus tard. Oui, c'est une sacrée chance que nous avons eue. La dédicace Saka. Ou le sujet qui fâche. Alors le tirage au sort avec des règles qui changent d'un stand à l'autre. Là où on ne pouvait acheter qu'un ticket au stand de Manga City, alors ce que je vous ai dit, j'avais été acheté à Manga City, je m'étais donc acheté le tome 3 que je n'avais pas de l'Habitant de l'Infini. Par contre, à l'Espace Franquin, ils ont joué avec leurs directives et interprété qu'à chaque produit acheté, un ticket était donné. Donc moi j'en ai profité pour acheter le 3e tome du spin-off, que je n'avais pas. Seulement à côté de ça, il y a eu des abus, qui potentiellement a servi les plus riches. Alors je ne sais pas si les stands étaient gérés par une librairie extérieure ou autre, ça m'étonnerait que ce soit Saka eux-mêmes, franchement j'ai un doute. Mais le fait que de faire du bif était clairement le maître mot, il ne s'en cachait pas. Ce qui m'a aussi dérangé, c'était de voir le vendeur promouvoir un titre comme l'Habitant de l'Infini à des gosses qui devaient à peine avoir 10 ans, à vue d'œil, hein. De leur vendre un tome afin qu'ils puissent tenter leur chance pour avoir une dédicace, alors qu'ils ne connaissaient rien du titre, et donc de l'auteur. Il me semble qu'il devrait y avoir quand même une éthique. Je ne dis pas qu'il devrait refuser de lui vendre, non, jamais. Par contre, il ne devrait pas lui conseiller ou lui donner envie. Quand on connaît le contenu de l'œuvre, qui n'est clairement pas conseillé de lire avant 12 voire 14 ans. Voilà, c'est un petit mot, voilà. Puis forcer à l'achat de titres de Samura qu'on possède déjà pour bénéficier de 3 ex-libris, où il fallait acheter les 3 premiers tomes de cette édition-là, pour bénéficier des 3 ex-libris promotionnels. C'est petit. C'est petit, surtout pour ceux qui répondent déjà présents la première semaine de la sortie. Je comprends hein, qu'ils doivent revenir sur leurs frais, mais il y a des manières de faire. Donc très déçu de la gestion de cet événement. Je crains que les tirages au sort deviennent de plus en plus courants. C'est pratique également. C'est tellement aléatoire, ça se base sur aucun mérite, si ce n'est d'investir plus d'argent que les autres. Fort heureusement, il y a parfois une justice, et j'étais ravi lorsque Monsieur Mangas a été tiré au sort alors qu'il n'avait acheté qu'un ticket. Alors que d'autres en cumulaient plus d'une vingtaine. Par exemple, en achetant des packs entiers sous blister des premiers tomes par exemple. Ce qui a fait d'ailleurs une rupture le premier jour. Bien sûr, je restais très envieux par la qualité des dessins octroyés par Samura, vraiment de qualité, mais ça aurait été surtout un honneur de lui faire part de mon admiration pour ses travaux, publiés depuis presque 30 ans chez nous. Alors, j'ai une vraie admiration pour l'artiste, mais bien évidemment, je n'étais pas le seul. Voilà, je ne devrais pas avoir le seum, car j'ai déjà été bien gâté, mais je trouve ce système de tirage au sort tellement injuste en vrai. Le jour où un Takehiko Inoue ou un Mitsuru Adachi vient dédicacer en France et que ça part ce système de tirage au sort, ça va me torturer. Ça va me torturer. Mais faut relativiser, bien sûr. Mais fait chier, putain. Quoi, on n'a aucune emprise sur le destin. Et voilà le stress, je dis ça. Puis comme quoi, parfois le destin fait bien les choses. Monsieur Mangas est peut-être celui qui a fait la meilleure vidéo sur l'Habitant de l'Infini, ce qui fait que j'ai jamais jugé utile de passer derrière lui. Et au final, il a eu la récompense suprême d'échanger avec lui, en plus d'avoir un superbe dessin de Maki. Et ça, c'est beau. Voilà, faut relativiser. Samedi était une journée plus tranquille pour moi, quand d'autres continuaient à acquérir des dédicaces auprès de Rintaro ou d'autres auteurs non japonais. Alors je me contentais de faire du lèche-vitrine, de régler quelques petites histoires à cause des histoires passées de l'an dernier. J'ai voulu assister à la conférence Shoujo, mais au final j'ai profité d'une mini coupure de courant pour m'enfuir de ce guêpier. Ça ne parlait pratiquement pas de manga, un vrai guet-apens. J'en ai profité pour rejoindre Authentique autour d'une bonne bière accompagné d'autres copains. La soirée a continué avec la capsule manga et encore d'autres copains. C'était une bonne dernière soirée. Voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment. Dimanche, j'ai été drôlement surpris de découvrir si peu d'influence ce dimanche matin. Alors, j'ai pris le temps de rencontrer Dominique Verret, en personne, qui travaillait dans la librairie éphémère BDLU, non loin de l'Espace Franquin. Par la suite, j'en ai profité pour me refaire à l'expo de Samura. Oh, quelle torture, repartir sans catalogue, je vous jure. J'espère que l'idée d'en faire un à l'avenir est possible. Ils ont bien fait un produit, certes un peu trop petit, mais au moins il a le mérite d'exister concernant l'expo de l'Attaque des Titans. J'ai aussi eu le temps de faire l'expo de Le Droit, qui mettait en avant son titre Requiem. Alors très bonne surprise,
même assez impressionnante pour tout dire, ce qui m'a fait me rappeler que j'avais 3 tomes dans ma palle numérique de cette licence, que j'avais dû avoir gratuitement ou très peu cher lors du confinement. Et puis j'ai quitté les copains pour reprendre la route avec le coffre chargé de bouquins et autres souvenirs plein la tête. Voilà, en conclusion, j'ai beaucoup aimé cette édition du FIBD. La prochaine fois, je ne ferai pas le fou durant le mois à acheter du comics collector à tout va, ne serait-ce que pour être tranquille niveau budget, et privilégier mes achats chez les indépendants comme je l'espérais. J'espère retrouver de grands noms pour cette prochaine édition, qu'ils amélioreront toujours l'organisation des dédicaces, genre s'ils pouvaient éviter de les faire aux mêmes heures, ça ce serait top. Je sais que c'est un coût monétaire et un investissement en énergie d'inviter un artiste, mais les tirages au sort avec obligation d'achat, faut que ce soit mieux réglementé. Et puis par pitié, proposez-nous des masterclass qui fassent qu'on ne regrette pas d'avoir déboursé 13 €, que ça puisse toucher aussi bien le grand public que les fans de l'artiste. Je ne suis pas rentré dans le détail de la conférence Shoujo, qui était hélas une mascarade, avec un titre un chouïa trompeur, puis ça se voyait que c'était préparé à la va-vite. Alors ce serait bien que tout à chacun puisse y trouver son compte quand même, quitte à faire appel à des passionnés, et qui seraient en capacité de contribuer à cet événement. Beaucoup ont peut-être regretté que cette année soit moins mainstream, les éditeurs ayant fait les déplacements, pas sûr qu'ils soient tous revenus sur leurs frais. Mais en vrai, moi, j'ai adoré cette programmation. Si ce n'est que j'ai eu l'impression qu'on a eu que 2 véritables expositions plutôt que 3. Voilà. Je sais que c'est du boulot, mais concernant l'expo qui a été fait pour Samura, quel dommage qu'elle ne prévoit pas de vendre un catalogue avec les originaux numérisés et avec un peu plus de blabla à lire. Ils pourraient même proposer plus de merchandising pour revenir sur leurs frais. On ne demande que ça, mais après c'est toujours des histoires d'ayant droit, j'en suis conscient. J'aimerais que plus de maisons d'édition proposent des exclusivités et autres avant-premières pour l'événement, ce qui attirera forcément plus de monde sur leur stand. Vous imaginez la folie que ce serait si la moitié des exposants de Manga City invitaient un auteur ou une autrice à leur stand. En vrai, j'aimerais bien que Manga City soit relogé dans le centre d'Angoulême. Voilà. Après, ça arrange peut-être pas mal de monde que ce soit près de la gare, mais ça arrangerait peut-être tout autant les amateurs de BD, sans vouloir les bousculer. En vrai, j'aimerais trop que tout se mélange, que pas seulement les amateurs de manga aillent au Manga City, même si c'est vrai que c'est super pratique pour retrouver des connaissances. Alors Crunchyroll et Kurokawa sont toujours les grands absents de cet événement. Alors ils ont sûrement leurs raisons, économiques forcément, ils voient peut-être pas d'intérêt. Vivement le temps où ils enverront un intérêt à y être, au même titre que pour la Japan Expo, même si en termes de fréquentation, c'est incomparable, histoire de mettre toujours plus d'ambiance, de jouer le jeu, d'attirer plus de nouveaux publics, avec de véritables campagnes promotionnelles. Mais en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a aussi une part de moi qui veut que rien ne change, que ça reste un rendez-vous d'entre nous, qui aime et qui vient principalement pour les expos du musée. Au final, j'ai envie de dire, ne changez rien, juste un petit peu en mieux. Et rendez-vous pour la prochaine édition, assurément avec toujours plus de passionnés. Ciao.